Dans la nécropole de Saqqara, en Égypte, à 30 km au sud du Caire, le complexe est la pyramide du pharaon Djoser, construit en 2700 avant notre ère. L'Égypte, il y a 5000 ans. La vallée du Nil est la colonne vertébrale d'un grand royaume, né de la conquête du nord par le sud, qui prospère sur cette étroite bande de terre fertile, irriguée par le fleuve. Ici, c'est le domaine des vivants. À l'ouest, commence le domaine des morts. Le plateau du désert de Libye, un grand cimetière surplombant la vallée, à l'abri des inondations saisonnières provoquées par les crues du fleuve. C'est là que viendront reposer tous les pharaons d'Égypte dans de gigantesques sépultures, des pyramides. Pendant 2000 ans, on en élèvera plus de 70, du nord au sud de la vallée, mais toutes en lisière du désert, à l'ouest du fleuve. Le modèle a été inventé au début du 3e millénaire, ici, à Saqqara, la nécropole de la ville de Memphis, qui était alors la capitale du royaume. La pyramide du pharaon Djoser, la première jamais construite. Dix fois plus haute que toutes les sépultures antérieures, elle s'élève à 60 mètres en 6 gradins successifs, d'où son nom, la pyramide à degrés. Elle est explorée pour la première fois dès 1821 par un général prussien, puis par des égyptologues anglais et allemands. Mais au début du XXe siècle, une découverte spectaculaire remet tout en question. La pyramide que l'on croyait être un monument isolé est en réalité au centre d'un énorme rectangle dont la photographie aérienne révèle le contour. Du sable émergent les ruines arasées d'un ensemble de monuments, temples et palais, construits pour le pharaon mort. L'archéologue français Jean-Philippe Lauer consacrera sa vie entière à en déchiffrer le plan et à en relever des fragments à partir des soubassements et des pierres éparses retrouvées sur place. Tout ce que l'on voit aujourd'hui s'élever à plus d'1 mètre au-dessus du sol est le résultat de son travail de reconstruction. Ainsi, ce bout de muraille, qui n'est qu'un petit fragment de l'enceinte haute de 10 mètres qui entourait la pyramide à l'origine. Un rectangle de 545 mètres de long sur 277 de large, une surface de 15 hectares. À l'entrée, on a découvert les restes d'une colonnade couverte, formant une sorte de vestibule qui débouche sur une grande esplanade au sud de la pyramide. L'esplanade est vide, contrairement à une cour plus petite située juste à côté, où l'on a retrouvé les ruines de 25 chapelles. De grandes galeries bordent l'intérieur de l'enceinte à l'ouest et au nord, sans doute des magasins pour les vivres et les vêtements dont le pharaon mort a besoin. D'autres vestiges indiquent l'existence de 2 chapelles de très grande dimension et d'un temple funéraire protégeant l'accès du tombeau au nord de la pyramide. Seules quelques pièces de ce puzzle gigantesque sont aujourd'hui en place. Mais elles suffisent à révéler un ensemble architectural unique tant par ses ambitions que par ses inventions. Les pieds du maître des lieux sur le socle d'une statue retrouvée près de la pyramide. Le pharaon Djoser, le fondateur de la 3e dynastie. Sur le devant du socle figure son nom en tant qu'incarnation du dieu faucon Horus. Et à ses côtés, le plus ancien nom d'architecte qui nous soit connu, Imhotep, chancelier du pharaon, l'inventeur de la pyramide. Aucun document ne dit comment il en a eu l'idée, ni pourquoi il lui a donné cette forme. Mais l'analyse de la construction montre qu'elle ne s'est pas faite d'un coup. On a en effet découvert à la base de la pyramide les vestiges d'un premier édifice qui a la forme des sépultures royales antérieures. C'est une construction haute de quelques mètres seulement, qu'on appelle un mastaba. Il y en a de nombreux dans la nécropole de Saqqara, comme celui-ci,
restaurée récemment. L'architecte a donc commencé par construire un simple mastaba carré. Le jugeant sans doute trop modeste, il l'a agrandi une première fois en le surélevant de 3 niveaux, obtenant ainsi une pyramide à 4 gradins. Mais ce n'était pas encore assez. On a alors repris les travaux, agrandi la base et rajouté 2 niveaux supplémentaires. C'est ainsi qu'on a inventé ce tombeau sans précédent, un signal monumental à l'échelle du paysage, qui, outre l'orgueil de son royal commanditaire, traduit sans doute aussi une nouvelle conception de la puissance monarchique. Les anciens mastabas étaient en briques de terre crue, fragiles et périssables. Imhotep, pour sa pyramide, choisit la pierre taillée. La légende dit qu'il en est l'inventeur. En fait, la pierre taillée est déjà en usage depuis plusieurs siècles, mais on l'emploie avec parcimonie pour des éléments isolés d'un édifice. Imhotep est le premier à l'utiliser à une telle échelle comme matériau exclusif d'un monument funéraire, promis ainsi à l'éternité. La pyramide est aujourd'hui le plus ancien monument de pierre taillée au monde. Les blocs de calcaire sont extraits d'une carrière voisine. Ils sont de dimension modeste. Un homme seul peut les porter. Pour assurer la stabilité d'un édifice qui s'élève à 60 mètres, du jamais vu à l'époque, les pierres sont posées en lits déversés, c'est-à-dire en tranches inclinées de 16 degrés environ, comme des murs successifs, appuyés les uns sur les autres, jusqu'au noyau central. L'édifice a été élevé ainsi, tranche par tranche et niveau par niveau. Une tâche énorme par son ampleur, mais ne nécessitant aucun appareillage extraordinaire. En ce sens, la pyramide est sans mystère. Son apparence d'aujourd'hui, rugueuse, semblable à celle d'un pierrier ou d'un éboulis, est trompeuse. À l'origine, la pyramide était entièrement recouverte d'un magnifique parement lisse de calcaire blanc, venant des carrières de Toura de l'autre côté du Nil. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques pierres de ce revêtement. Démonté au fil des siècles, il a servi à la construction des mosquées et des palais du Caire, laissant ici cet écorché, la pyramide à nu. La pyramide de Djoser sera la première d'une très longue série, mais dès la dynastie suivante, on aura l'idée d'habiller la construction à gradins d'un revêtement continu, créant le modèle classique de la pyramide à flanc lisse. Mais là non plus, on n'y arrive pas d'un coup. Une des premières tentatives à Dachour, à 30 km au sud de Saqqara, donne naissance à cette pyramide dite rhomboïdale. On est parti sur une pente trop forte qu'on a dû rectifier en cours de construction. Déçu du résultat, le pharaon Snéfrou fait alors construire une seconde pyramide juste à côté. Mais cette fois, la base est trop large et la pyramide semble comme écrasée, malgré ses 105 mètres de haut. Contrairement aux pyramides construites plus tard, la pyramide à degrés n'est qu'une gigantesque pierre tombale dont le corps plein ne contient ni couloir ni caveau. La tombe du pharaon se trouve sous la pyramide, où l'on a découvert, creusé à 28 mètres sous le niveau du sol, un extraordinaire réseau de galeries autour d'un caveau de granit. Ces espaces funéraires souterrains, uniques dans l'histoire égyptienne, sont aujourd'hui inaccessibles. Mais Imhotep a doublé ce réseau de galeries situé sous la pyramide par un deuxième réseau près de l'enceinte sud. C'est le second tombeau du pharaon. On ignore le sens exact de ce dédoublement, mais ce tombeau de l'enceinte sud est creusé à la même profondeur que celui sous la pyramide dont il reproduit le décor et le plan. Dans un cas comme dans l'autre, les galeries souterraines abritent des magasins où sont stockés vivres, vaisselle et vêtements dont le pharaon mort a besoin pour son séjour dans l'au-delà. Mais un pharaon, même mort, n'est rien sans son palais. Aussi lui a-t-on construit ici un modèle réduit de celui qu'il avait sur terre.
Au cœur du dispositif, un couloir central qui débouche sur 2 couloirs situés de part et d'autre. Dans le couloir de gauche, on a représenté sur le mur des façades de chapelles, aux toits arqués, supportés par ce qu'on appelle des piliers de jade, qui symbolisent la durée et la stabilité de l'univers. Le couloir symétrique figure la façade du palais royal. Les restes d'un splendide revêtement de plaquettes de faïence bleue, imitant des nattes de roseaux, encadrent les portes du palais dans lesquelles se tient le pharaon lui-même. Ces portes sont représentées grandes ouvertes. C'est le sens de ce rouleau reproduisant une natte enroulée. Le même symbole d'ouverture figure dans les petites fenêtres au-dessus des portes. Derrière cette façade du palais vue de l'extérieur, on a prévu d'autres pièces où le pharaon peut se retirer. C'est toujours le palais, mais vu de l'intérieur. Sur le mur, en bas-relief, des fenêtres toutes simples. Le pharaon mort est chez lui, dans son au-delà. Une rangée de cobras, divinité protectrice de l'Égypte du Nord, garde le second tombeau du roi. On retrouve sur ce fragment de mur, sous une forme simplifiée, le même décor que dans le palais souterrain. Les fenêtres, les portes, les nattes roulées, invitant à entrer. Mais au grand jour, le simulacre architectural prend une autre dimension. Il est à l'échelle d'une cité réelle dont il se veut la réplique pétrifiée. La grande enceinte, avec ses 211 bastions, a probablement pour modèle la véritable enceinte de la ville royale de Memphis, réputée pour ses murailles légendaires de briques de terre crue, dont on a soigneusement reproduit ici l'apparence, allant jusqu'à sculpter dans la pierre taillée ces petits rectangles qui imitent les extrémités des poutrelles de bois que l'on mettait dans les murailles de briques pour les renforcer dans leur partie supérieure. La fidélité à l'original expliquerait aussi la présence sur le pourtour de 14 portes factices pour une seule entrée véritable. L'entrée est étrangement petite et dépourvue de tout système de fermeture. Les portes sont figurées plus loin. Au débouché d'un long couloir traversant toute l'épaisseur de l'enceinte, on découvre, sculptés dans la pierre, leurs gonds et le contour de leurs grands battants, ouverts pour l'éternité. Dans son palais souterrain, Djoser est plusieurs fois représenté en train de courir. C'est la cérémonie du Hepsed, une course rituelle par laquelle le souverain prouve de son vivant qu'il a toujours la force de régner. En célébrant le Hepsed dans l'au-delà, le pharaon mort conserve éternellement son pouvoir. Sous terre, il court seulement en effigie. En plein air, on lui a aménagé un véritable terrain pour cet exercice sacré. L'esplanade au sud de la pyramide, où l'on a retrouvé la base de grandes bornes délimitant la course et symbolisant sans doute les frontières du royaume. Après l'épreuve, la cérémonie se poursuit dans une cour voisine où l'on a retrouvé les vestiges de 25 chapelles. C'est l'ensemble architectural le plus important du site.
Les chapelles reproduisent l'architecture typique des deux royaumes qui constituent l'Égypte. Côté ouest, celle du royaume du Sud. Côté est, celle du royaume du Nord. Le pharaon mort peut ainsi rendre hommage à tous les dieux des deux royaumes avant d'être réinstallé dans son pouvoir et couronné à nouveau 2 fois, comme souverain du Nord et comme souverain du Sud, sur un podium à 2 volets de marche portant un double trône. Devant les chapelles, l'architecte a construit des accès en chicane, à ciel ouvert et aux murs peu élevés. Avec leur air d'obstacle défensif, elles semblent protéger l'approche des chapelles. Mais les portes de pierre aux battants rabattus et les barrières de bois sculptées grandes ouvertes, qui invitent à entrer, indiquent le contraire. Ces murets sont en fait une façon de matérialiser le trajet rituel qui mène à des niches, dans lesquelles se trouvaient des statues du pharaon, et qui s'arrêtent là. Car on n'entre pas dans les chapelles, ce sont des volumes pleins sans espace intérieur. Derrière la pierre taillée de leur façade, il n'y a rien. Rien d'autre qu'un bourrage de moellons et de gravats. Ce sont des bâtiments factices. Un décor de théâtre grandeur nature, reproduisant seulement les façades des chapelles provisoires qu'on érigeait pour la cérémonie du Hebsed, telle qu'elle était pratiquée du vivant du pharaon. Dans le monde des morts, cette apparence suffit. Tous les éléments décoratifs ici font signe et symbole. Ces colonnes en forme de papyrus, décorant un portique factice, incarnent le delta du Nil. Mais ce sont aussi des instantanés pétrifiés de ce qu'est alors l'architecture dans le monde des vivants. Une architecture de terre et bois, matériaux périssables que la pierre cherche à imiter. Ainsi les plafonds du couloir d'entrée et de quelques autres ébauches d'espaces intérieurs, auxquels on a donné l'apparence de plafond en rondins de bois, en sculptant en arrondi la partie inférieure de grands blocs de pierre posés de champ. Les façades des chapelles imitent elles aussi les formes traditionnelles de l'architecture végétale. Leurs toits, arqués, copient les couvertures des cabanes en roseaux, incurvées pour leur donner plus de résistance. Quant aux colonnes qui ornent la façade, elles figurent les troncs d'arbres portant le toit, tandis que le chapiteau rectangulaire qui les surmonte représente l'extrémité de la poutre horizontale supportée par le poteau, comme on peut le voir aujourd'hui encore dans la campagne égyptienne. Des colonnes de même type ornaient les façades des 2 grandes chapelles situées au nord de la cour du Hebsed. D'après les calculs de Loher, elles étaient hautes de 12 mètres et portaient à leur sommet de grandes bannières de couleurs qui, en flottant au vent, témoignaient de la présence des dieux. Un spectacle difficile à imaginer en voyant ce qui en reste aujourd'hui. Ces colonnes, plaquées en façade, symbolisent la continuité de la tradition. Dans la grande colonnade de l'entrée, on assiste au contraire à une véritable révolution. Les 40 grandes colonnes qui la composent n'ont pas de précédent connu. C'est la première apparition de la colonne sous la forme qui nous est devenue familière, une forme qui va marquer l'architecture pour les millénaires à venir. Les colonnes sont faites de tambours superposés dont le relief a été sculpté une fois la colonne montée. Leur apparence est encore d'inspiration végétale. Elles cherchent à imiter des tiges de roseaux ou de palmes réunies en faisceaux, d'où leur nom, colonnes fasciculées. Les tambours des colonnes sont engagés dans des murs de refend qui assurent leur stabilité, tout en créant autant de niches dans lesquelles trônent des statues du pharaon mort. Leur autonomie est encore relative, mais on est passé de la colonne décorative, simple signe plaqué en façade, à la colonne structurelle, portant linteau et plafond, et structurante,
organisant non plus l'aplat d'un décor, mais un volume dans l'espace. Celui qui les a construites avait-il conscience du pas qu'il était en train de franchir? Les colonnes et les murs portent des traces de peinture, noires pour les murs, rouges pour les colonnes. Une manière d'effacer le mur dont elles avaient encore besoin, de les rendre totalement libres. Cet éclat de pierre retrouvé ici est le plus ancien croquis d'architecte qui nous soit parvenu. Des calculs pour une voûte. On n'a retrouvé aucun autre document, aucun texte relatif à la construction de la pyramide et des édifices qui l'entourent. Mais l'alignement parfait de ces murs, le réglage des assises et la finesse des détails montrent qu'au début du IIIe millénaire, l'Égypte entre dans une période d'innovation technique et culturelle liée au développement de l'architecture en pierre. Tout ici témoigne d'une maîtrise sans précédent, et d'un plaisir aussi. L'architecte joue en virtuose de la perfection géométrique que permet la pierre taillée, comme le montre cet étonnant mur courbe qui mène depuis la cour des cérémonies du Hebsed vers un autre temple que tout distingue des autres constructions. Au centre de ce temple, il y a une petite salle dont le plafond a disparu. Quand elle était couverte, elle était éclairée par la lumière du jour que laissaient entrer les piliers djed ajourés sculptés dans le linteau. Une belle trouvaille, un geste dirait-on aujourd'hui, associant la lumière du soleil au symbole de la stabilité du royaume et du monde. Comme pour les autres édifices, on ne sait pas vraiment à quoi servait ce temple. Ce qui le met à part, c'est tout simplement qu'il a de véritables espaces intérieurs. Si le pharaon mort peut se contenter des façades aveugles d'un décor sculpté, il y a dans ces pièces où l'on peut entrer et circuler quelque chose qui convient mieux aux vivants. Un champ de ruines, un laboratoire. On a cherché ici à transposer des formes héritées de la tradition dans un nouveau matériau, de façon à les sauvegarder pour l'éternité. Et de cette volonté d'imitation sont nées de nouvelles formes, un nouvel art de construire. Le lieu de cette révolution est un monument funéraire. Ce n'est sans doute pas par hasard. C'est comme simulacre, comme représentation détachée des soucis pratiques des simples mortels, qu'est apparu ce que nous appelons aujourd'hui l'architecture. C'est du moins notre façon à nous de voir les choses. Pour ceux qui ont construit cette cité de pierre, les mots factice, décor, simulacre ne faisaient pas sens. Pas plus que la frontière si évidente pour nous entre le réel et sa représentation. Pour eux, les statues du pharaon et de sa famille étaient réellement le pharaon et sa famille. Ce petit bunker de pierre collé à la base nord de la pyramide est aujourd'hui une des grandes attractions du site. Les touristes se pressent devant ces deux ouvertures, persuadés qu'Imhotep les a percées pour permettre aux vivants d'observer la statue du pharaon qui se trouve à l'intérieur. C'est l'inverse. Ces ouvertures n'ont pas été percées pour nous, mais pour lui. De l'autre côté de la pierre, c'est le pharaon mort qui, soir après soir, regarde briller l'étoile du Nord. La semaine prochaine, nous étudierons le pavillon allemand réalisé par Mies van der Rohe pour l'exposition universelle de Barcelone en 1929. Et notez-le,
La série Architecture est disponible en DVD sur notre site. Cette émission vous a été